Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. L'homme le plus riche du monde, Elon Musk, a fini par mettre la main sur son réseau social préféré, Twitter, racheté le jeudi 27 octobre pour 44 milliards de dollars, soit environ 42 milliards d'euros. Il veut en faire un endroit où la liberté d'expression serait plus grande, sans pour autant faire fuir les utilisateurs et les annonceurs qui redoutent une explosion de contenu haineux. Depuis un mois, la gestion d'Elon Musk interroge. Certaines fonctionnalités, par exemple, ont semblé curieuses. Plus de la moitié des salariés de Twitter ont démissionné ou ont été licenciés. Cet épisode de Code Source est raconté par Loïc Piala. Il est le correspondant du Parisien et de Radio France à Los Angeles. Le mercredi 26 octobre, le milliardaire Elon Musk se rend au siège social de Twitter et il se filme pour l'occasion. Il pénètre dans les locaux qui se trouvent à San Francisco, en Californie, là où sont basés d'autres géants du numérique comme Google ou encore Facebook. Loïc Piala, qu'est-ce qu'Elon Musk vient faire chez Twitter ce jour-là et décrivez-nous son arrivée. Il vient prendre possession des lieux parce que le rachat de Twitter est imminent. Et il arrive avec un évier entre les mains. Alors ça, c'est un peu un exemple de l'humour parfois à bas du front d'Elon Musk. Il a un évier parce qu'en anglais, il y a cette expression « let that sink in », réfléchissez-y, rendez-vous compte. Sink, ça se dit évier en français, donc c'est une manière de dire « regardez bien, c'est en train d'arriver, je prends contrôle de Twitter ». Elon Musk a 51 ans, il est déjà à la tête du constructeur automobile Tesla et de SpaceX, spécialisé dans le transport et l'exploration spatiale. Sur le plan personnel, il est le père de 10 enfants, nés de différentes unions. Il est à la fois sud-africain, canadien et américain. Sa fortune est estimée cette année à plus de 250 milliards de dollars, ce qui en fait l'homme le plus riche du monde. Loïc Piala, dans le travail, Elon Musk a la réputation d'être un patron très exigeant, voire tyrannique. Lui travaille énormément, 80-100 heures par semaine, parfois il dort même dans l'entreprise quand il y a une situation de crise, il l'a fait à Tesla, et il attend de ses employés la même chose, que eux aussi travaillent énormément. Il fixe régulièrement des délais difficiles, voire impossibles à tenir. Ce n'est pas un grand fan des syndicats, il a eu des problèmes de discrimination, d'accident du travail, ce n'est pas un amoureux du code du travail justement, donc il demande une adhésion forte à la culture de l'entreprise. Depuis 2009, il communique principalement via son compte Twitter à raison de plusieurs tweets par jour. Son ton est souvent ironique, sarcastique. Il n'hésite pas à poser des questions à ses abonnés, à donner son avis sur la politique, parler de son business. Au début de l'année 2022, Twitter, de son côté, existe déjà depuis une quinzaine d'années, mais le réseau cherche encore son modèle économique. Ça ne génère pas forcément autant de revenus que Meta ou Google. L'entreprise dépend à 90% au moins de la publicité. Et puis il y a des problèmes de gouvernance, en tout cas une inconstance dans la gouvernance avec 6 directions différentes, plusieurs présidents du conseil d'administration, Jack Dorsey notamment, le cofondateur de l'entreprise qui a été mis sur la touche, remplacé, puis son remplaçant a été à son tour remplacé. Finalement, Jack Dorsey est revenu en 2015 avant d'être remis sur la touche en 2021, une démission un peu forcé, remplacé alors par Parag Agrawal. Cette année, le jeudi 14 avril, Elon Musk annonce dans un tweet qu'il a déposé une offre à 44 milliards de dollars pour tout simplement racheter Twitter. Quel est son but ? Lui veut créer une place publique sur Internet où toutes les opinions pourront s'exprimer. Il dit que c'est important pour l'avenir de la civilisation. Les négociations donnent lieu à de multiples rebondissements qu'on a déjà racontés dans 2 épisodes de Code Source avec vous, Loïc Piala. Après avoir renoncé au rachat le 8 juillet, le milliardaire change à nouveau d'avis au bout de quelques mois. Le 5 octobre, il déclare qu'il est prêt à aller au bout de la transaction. Oui, parce que c'est ça, ou aller au tribunal pour un procès qu'il n'est pas du tout sûr de gagner. Alors Elon Musk peut tourner la situation dans tous les sens qu'il le souhaite. En fait, il a cédé face à la pression de la justice. À la mi-octobre, le quotidien Washington Post révèle qu'Elon Musk prévoit de licencier à tour de bras s'il prend la tête de l'entreprise. Oui, le Washington Post parle de potentiellement 75% des salariés de Twitter mis à la porte. Elon Musk conteste ce chiffre, mais il ne nie pas non plus qu'il y aura des licenciements massifs à ce moment-là.
On en revient au début de cet épisode. Loïc Piala, le mercredi 26 octobre, Elon Musk se rend dans les locaux de Twitter. Et le 27 octobre, le rachat de Twitter est officiellement signé. Un rachat que Musk annonce dans un tweet où il écrit « The bird is free », traduction « L'oiseau est libre ». Il s'exprime ensuite plus longuement dans un communiqué. Oui, il s'adresse en priorité aux annonceurs pour tenter de les rassurer. On l'a dit, Twitter repose beaucoup sur la publicité. Il y a une certaine crainte de voir Twitter devenir le terreau de la désinformation, d'un discours de haine. Et donc lui est là pour dire attention, Twitter va respecter les règles. Au contraire, ça va devenir sans doute le meilleur médium pour de la publicité sur la planète. Quelles sont les réactions après la finalisation de ce rachat dans le monde de la politique et dans celui de la finance ? Du côté des politiques, ça se divise en deux parties. À gauche, en gros, on s'inquiète de voir la propagande, la désinformation se propager sur la plateforme. Et puis du côté des conservateurs, on est content, soulagé, parce qu'on est convaincu que la plateforme censure justement les voix les plus conservatrices. Et puis Donald Trump, l'ex-président américain, qui a été banni de Twitter en janvier 2021 après l'assaut du Capitole, réagit lui aussi. Il se dit très heureux que Twitter soit désormais entre de bonnes mains. Très heureux aussi que la plateforme ne soit plus dirigée, dit-il, par des fous et des maniaques de la gauche radicale qui détestent vraiment notre pays. Quelques heures plus tard, Elon Musk limoge le PDG de Twitter et plusieurs hauts cadres de l'entreprise. Parag Agrawal, le PDG, mais aussi le chef financier, Ned Segal, et puis l'équivalent d'une responsable juridique, Vijaya Gadde. Pourquoi elle en particulier ? Eh bien, c'est elle qui aurait pris la décision finale de bannir Donald Trump de la plateforme en janvier 2021. C'est une décision qui a été beaucoup critiquée par Elon Musk, et donc elle faisait visiblement partie de ses cibles prioritaires. Et dans la foulée, plusieurs annonceurs comme le constructeur automobile General Motors déclarent qu'ils suspendent leur publicité sur la plateforme. Pour General Motors, c'est peut-être un peu parce que Elon Musk est aussi le patron de Tesla, constructeur automobile concurrent, mais plus globalement, pour beaucoup d'entreprises, General Mills, un géant de l'agroalimentaire, Mondelez International, autre géant de l'agroalimentaire, Volkswagen ou United Airlines, il y a une crainte de voir leur marque associée à des tweets peu recommandables, des messages de haine par exemple, parce qu'on ne sait pas vraiment ce que va devenir Twitter sous Elon Musk, donc c'est une forme d'anticipation d'éventuels problèmes, et des agences d'ailleurs de communication suggèrent à ces entreprises de ne pas être présentes tout de suite sur Twitter, tout comme des groupes de lobbyistes, des militants pour les droits humains notamment, qui mettent la pression sur ces entreprises en disant attention à ce que pourrait devenir Twitter. Loïc Piala, le vendredi 4 novembre, tous les salariés de Twitter reçoivent l'ordre de ne pas se rendre au siège social, de rester chez eux dans l'attente d'un mail. Ils sont prévenus par un mail, signé d'ailleurs Twitter, qui les prévient qu'ils vont recevoir un autre mail. Un mail qui sera soit envoyé sur leur adresse personnelle, soit sur leur adresse professionnelle. S'ils reçoivent ce mail sur leur adresse personnelle, ça veut dire qu'ils sont licenciés. S'ils le reçoivent sur leur adresse professionnelle, ça veut dire qu'ils restent des employés de Twitter. La seule communication officielle que j'ai reçue, c'était un email de licenciement qui ne donnait pas vraiment de détails sur les raisons, à part le fait que, ouvrez les guillemets, mon comportement récent avait enfreint plusieurs règles. Dès le jeudi soir, des employés ont plus ou moins compris ce qui allait leur arriver. Ils n'ont plus accès, par exemple, à leur poste de travail. Certains, d'ailleurs, d'après le New York Times, seraient même déconnectés en plein milieu d'une visioconférence. Donc ça leur donne une idée assez claire de leur avenir au sein de l'entreprise. Au total, combien de salariés sont licenciés à ce moment-là et comment le PDG justifie ce plan social ? On estime le nombre de salariés licenciés à peu près 50% des 7500 employés de Twitter, c'est quand même très important. Et puis Elon Musk justifie cela par le fait qu'il n'ait pas le choix. Il dit que l'entreprise perd 4 millions de dollars par jour, qu'il faut donc réduire les coûts. Mais Elon Musk précise tout de même que les employés quitteront l'entreprise avec 3 mois de salaire, en insistant sur le fait que c'est 50% de plus que ce que la loi requiert. Mais dans les jours suivants, la direction de Twitter fait machine arrière pour certains salariés. Expliquez-nous ça. D'après la presse américaine, Twitter recontacte plusieurs dizaines de salariés licenciés, soit parce qu'ils ont été licenciés trop vite, par erreur, soit parce que, on se rend compte à la direction de Twitter qu'on a licencié des employés dont on va avoir besoin pour fabriquer, construire, concevoir certaines des fonctionnalités que demande Elon Musk. Et le 9 novembre, dans une conférence de presse, Elon Musk détaille son plan pour l'avenir de Twitter. Il dit d'abord qu'il veut en faire une plateforme de paiement. Qu'est-ce que ça veut dire ? On l'a dit, Twitter ne génère pas assez d'argent, donc il cherche des sources de revenus supplémentaires, et donc il
pense à cette plateforme de paiement un peu sur le modèle de ce que fait WeChat en Chine, une plateforme concurrente qui a commencé comme une messagerie avant d'élargir son spectre d'activité. Puis Elon Musk a une certaine expertise du sujet puisque, rappelons-le, il est devenu riche grâce à PayPal qu'il a ensuite revendu. Le même jour, un changement est apporté au réseau social. Il concerne les comptes certifiés, ceux qui ont un petit badge bleu à côté de leur pseudo. D'abord, rappelez-nous ce que c'est et qu'est-ce qui change à ce moment-là ? Alors c'est un badge qui permet d'identifier la personne qui parle, de savoir que c'est bien elle qui poste un tweet. Ça marche notamment pour les entreprises, pour les personnalités. Vous faites une demande à Twitter et c'est Twitter qui décide alors de vous octroyer ou pas ce badge. Et ça, Elon Musk n'apprécie pas ce système. Il dit que c'est un système de seigneurs et de paysans et que ce système n'a plus lieu d'être et lui propose en fait de rendre ce badge payant. Donc quiconque sera à même de payer les $8 par mois que coûte ce badge aura le droit d'avoir ce petit label bleu à côté de son nom. C'est aussi, là encore, une manière de générer du revenu. Mais ce badge bleu, accessible à tous et désormais payant, il donne lieu à de nombreux couacs. Oui, parce qu'à partir du moment où tout le monde peut l'avoir à condition de payer, eh bien certains en profitent. Des gens se font passer pour George W. Bush, l'ancien président américain, en tweetant que ça lui manque de tuer des Irakiens, puisque c'est lui qui avait décrété l'invasion d'Irak, souvenez-vous. Le personnage de jeu vidéo Super Mario est montré en train de faire un doigt d'honneur sur un faux compte Nintendo. Et puis parfois, ça peut prendre une ampleur assez significative. Eli Lilly, c'est un groupe pharmaceutique américain. Eh bien, quelqu'un se crée un faux compte Eli Lilly et annonce que l'insuline, qui coûte très cher aux États-Unis, est désormais gratuite. Cette blague fait perdre des milliards de dollars en bourse au groupe pharmaceutique. 2 jours plus tard, Twitter décide de suspendre son projet de certification payante et de reporter sa mise en place d'au moins 2 semaines. Entre-temps, certains utilisateurs se plaignent aussi de dysfonctionnements de plus en plus récurrents sur la plateforme. À ce moment-là, que répond la direction ? Elon Musk essaie de dédramatiser et explique que, il y a des changements qui sont en cours, que ça va prendre un peu de temps, qu'il va falloir un peu de patience. C'est un peu aussi la manière dont il fonctionne, comme il ne veut jamais perdre trop de temps, il y va franc du collier et parfois il se trompe, alors il ajuste le tir. Le mercredi 16 novembre, par mail, Elon Musk adresse un ultimatum aux salariés qui sont encore dans l'entreprise après le plan social. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur demande s'ils veulent adhérer à une culture d'entreprise extrêmement hardcore. Ce qu'il veut dire par là, c'est que est-ce qu'ils vont être prêts à travailler de longues heures à haute intensité pour bâtir, dit-il, un Twitter 2.0 révolutionnaire et réussir dans un monde de plus en plus concurrentiel. Tout simplement, il leur demande s'ils sont prêts à travailler plus dur encore qu'ils ne le font déjà et il leur demande une réponse rapidement, oui ou non. Oui, ils restent dans l'entreprise, non, eh bien ils partiront avec une indemnité qui correspond à peu près à 3 mois de salaire. Et au moment où les salariés reçoivent ce mail, le siège social de Twitter est totalement inaccessible. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Peut-être que Elon Musk a peur que des employés qui n'ont plus envie de travailler pour l'entreprise profitent de leur présence dans les locaux pour tenter des choses qu'ils ne devraient pas faire, en essayant peut-être de changer des algorithmes, ou en essayant de poster des choses sur Twitter qui ne devraient pas y être selon lui. Et puis dans le même temps, un activiste de la région de San Francisco, Alan Marling, qui a l'habitude de ce genre d'initiative, projette sur la façade de Twitter des mots en bleu, des mots peu respectueux envers Elon Musk. On voit apparaître notamment milliardaire sans intérêt, parasite suprême, stop à un Twitter toxique ou encore bébé banqueroute. Les salariés de Twitter ont jusqu'au lendemain, jeudi 17 novembre, pour faire part de leur choix. Loïc Piala, combien de salariés décident finalement de ne pas rester dans l'entreprise ? D'après la presse américaine, il serait 1200 à décider de partir, 1200 à ne pas accepter les conditions posées par Elon Musk. Dans la Silicon Valley, les conditions de travail sont souvent confortables, même si les heures de travail sont assez longues. Et visiblement, beaucoup de salariés de Twitter ont choisi de ne pas faire confiance à Elon Musk. Et on peut se demander, dans ce qui reste, combien, par exemple, ont ce qu'on appelle des visas H1B. Ce sont des visas qu'on réserve aux travailleurs étrangers dits de qualité et qui sont en fait liés à l'entreprise avec laquelle ils travaillent et qui n'ont pas, eux, le choix de bouger autant, par exemple, que ne le ferait un employé américain qui pourrait décider de partir dans une autre entreprise. Le lendemain, le vendredi 18 novembre, l'annonce de tous ces départs dans la presse provoque un petit vent de panique sur Twitter.
Oui, parce qu'on commence à se demander si une entreprise qui passe de 7500 employés à moins de 2500 en quelques semaines peut toujours fonctionner normalement. D'après le site The Verge, 80% des ingénieurs qui sont là pour que Twitter fonctionne ont été licenciés. On a le mot-clé « repose en paix Twitter », comme si l'entreprise était prête à mourir. Quelqu'un s'amuse même à poster un extrait du film Titanic, vous savez, quand l'orchestre joue à la fin du film, juste avant que le bateau ne coule. Comment réagit Elon Musk face à ces inquiétudes ? De l'ironie, toujours et encore avec lui, il donne l'impression de ne jamais paniquer, il est très sûr de lui, et il dit qu'il n'est pas du tout inquiet parce que les meilleurs sont restés, et puis il s'amuse même à poster une photo de Twitter qui s'amuse pendant l'enterrement de Twitter. Donc là encore, de l'ironie et du second degré chez lui. On en vient à la date du 19 novembre. Sur Twitter, Elon Musk pose une question à ses abonnés. Donc ce n'est même pas une question, il n'y a pas de point d'interrogation. Par exemple, c'est juste une phrase, rétablir le compte de l'ex-président Trump, avec la possibilité de répondre oui ou de répondre non. Le sondage est en ligne 24 heures, plus de 24 millions de votes et à 51,8%, on demande le retour du compte de Donald Trump. Pourquoi est-ce que ce retour est si symbolique ? Donald Trump, c'était vraiment la figure de proue de toutes ces personnes qui ont été bannies de la plateforme. Lui, c'était après l'assaut du Capitole en janvier 2021 parce que Twitter estimait qu'il entretenait un discours de haine, un discours dangereux pour la société américaine. Et c'est finalement aussi une illustration de plus que Elon Musk a pris le contrôle de Twitter et que le Twitter d'Elon Musk n'a vraiment plus rien à voir ou plus grand-chose à voir avec le Twitter d'avant Elon Musk. Le compte de Donald Trump est rétabli quelques heures après la fin du sondage. Loïc Pialat, ça veut dire que l'ancien président va recommencer à tweeter sur la plateforme ? Pas sûr du tout, parce qu'on lui a posé la question avant même que le sondage ait livré sa réponse. Et lui était très content de voir qu'il y avait un sondage, était très content que Musk dirige Twitter. Mais il insiste sur le fait qu'il a son propre réseau social, désormais Truth Social. C'est un réseau social, selon lui, qui marche très bien et que Twitter a des problèmes et qu'il n'est pas sûr donc d'y revenir un jour, même si c'est une plateforme qu'il a très très utilisée en étant président et qui lui a beaucoup servi dans son ascension. Et le 24 novembre, après avoir consulté une nouvelle fois les utilisateurs dans un sondage où plus de 3 millions d'internautes ont participé, Elon Musk déclare une amnistie générale pour tous les comptes suspendus de Twitter. Ils doivent tous faire leur retour progressivement à partir du lundi 28 novembre. Beaucoup craignent que la parole devienne incontrôlable sur le réseau. Est-ce que ça risque d'être vraiment le cas ? Disons qu'il y a quand même une limite à ce que veut faire Elon Musk, c'est la loi. Une loi qui peut changer d'ailleurs de pays en pays. Thierry Breton, le commissaire européen au numérique, a par exemple prévenu sur Twitter justement qu'en Europe, l'oiseau volerait selon nos règles. Les deux hommes s'étaient rencontrés au mois de mai, ils en avaient déjà discuté. Et puis le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a également demandé à Twitter de faire en sorte que les droits humains soient au centre du management, rappelant que Twitter avait la responsabilité d'éviter d'amplifier les contenus qui portent atteinte aux droits des personnes, qu'il n'y avait pas de place pour la haine, pour l'incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence sur Twitter. Loïc Pialat, on l'a vu, ce rachat a donné lieu à de nombreux tâtonnements, des cafouillages. Twitter, par exemple, vient d'annoncer que son modèle de certification payante est encore une fois reporté, sans préciser à quelle date. Est-ce que ces débuts chaotiques à la tête de Twitter risquent de fragiliser l'empire d'Elon Musk ? Eh bien, c'est un risque. Après tout, il aurait déjà perdu 100 milliards de dollars de sa fortune personnelle cette année, aussi à cause de la chute vertigineuse des actions Tesla sur laquelle repose sa fortune. D'abord parce que le secteur de la tech souffre cette année à Wall Street, mais aussi parce que chez les actionnaires, il y a une certaine crainte de le voir mener de front Tesla, SpaceX et désormais Twitter. Il a réussi avec Tesla, avec SpaceX, des paris fous. Est-ce qu'il pourra faire la même chose avec Twitter ? Peut-être qu'il a une vision de Twitter à moyen et long terme à laquelle nous ne pensons pas. Ce n'est jamais forcément une bonne idée de parier contre Elon Musk. Merci à Loïc Pialat.
Cet épisode de Code Source a été produit par Emma Jacob, Raphaël Pueyo et Clara Garnier-Amouroux. Réalisation Pierre Chaffanjon. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner à Code Source sur votre application audio préférée pour n'en rater aucun. Vous pouvez nous écrire sur Twitter @codesource ou bien directement à cette adresse codesource@leparisien.fr.